Alors maintenant, la nouvelle table ronde arrive, cette fois-ci consacrée au vaccin, à la vaccination et au fameux pass sanitaire. On va vous présenter une vidéo de notre ministère, un message de notre ministre au numérique, Cédric O. Et cette table ronde sera animée par Julie Foire, qui va recevoir Julien Cavana, qui est médecin aux États-Unis, mais surtout notre députée européenne, Chrysoula Zacharopoulos, qui est médecin elle-même, grecque d'origine, mais vous verrez Chrysoula, elle ne vous dit pas qu'elle est grecque ou française, elle est européenne, Chrysoula, avant tout. Je ne crois pas trahir sa pensée en disant cela. Et puis enfin, notre autre candidat en Allemagne, Henri Zeller. Je vous laisse la parole, Julie, je te passe la parole est à vous, et bonne table ronde pour le vaccin, la vaccination et le pass sanitaire. Merci beaucoup, Anne. Et je voulais souhaiter la bienvenue à tous les participants qui nous rejoignent pour cette formidable journée des 24 heures pour les Français de l'étranger. Je suis Julie Foire, je suis au Chili et je me présente donc pour les élections consulaires sur cette circonscription. Et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous et encore plus sur cette table ronde et ce sujet ô combien d'actualité et cher pour beaucoup d'entre nous, les vaccins et la vaccination. Alors effectivement, nous avons un très beau panel que je vais présenter très rapidement et puis après, je laisserai la parole à chacun pour se présenter un petit peu plus en détail. Donc, comme Anne le disait, nous avons la chance d'avoir avec nous Chrysoula Zacharopoulou, donc docteur en médecine, eurodéputée et coprésidente de COVAX, dont elle va nous parler. Anne restera avec nous et nous rejoindra notamment sur une série de questions-réponses à la fin de cette intervention. Nous avons aussi avec nous Henri Zeller, ingénieur franco-allemand spécialisé dans la transition énergétique, conseiller des Français de l'étranger donc sur la circonscription de Berlin et Hambourg et candidat pour un nouveau mandat. Julien Cavana aussi est avec nous, neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes au Massachusetts General, qui est le centre hospitalier universitaire d'Harvard, et candidat sur la deuxième circonscription des États-Unis, c'est-à-dire Boston et la Nouvelle-Angleterre. Et puis, nous allons commencer, comme l'a dit Anne, par Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique et aux communications électroniques auprès du ministre de l'Économie et de la ministre de la Cohésion des territoires. Cédric n'a pas pu être avec nous. Par contre, il nous a laissé une vidéo qui, je pense, nous intéresse tous pour nous parler du pass sanitaire. Donc, je vous propose que nous commencions par écouter Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Je veux d'abord remercier Anne Jontet pour m'avoir proposé d'intervenir devant vous aujourd'hui sur cette double question, d'abord de ce que nous faisons dans le domaine du numérique, ce que nous faisons depuis plusieurs années, et puis la vision que nous avons de ce défi, et puis du sujet très actuel qui concerne évidemment aussi les Français de l'étranger, qui est ce sujet du pass sanitaire. Alors, peut-être d'abord revenir sur le travail du gouvernement, en tout cas notre stratégie sur cette question du numérique. Je pense qu'il faut commencer par le constat, sans être trop long, qui est que la question de la transition numérique, en tout cas de la transformation numérique de notre société, de notre économie, de nos institutions, est l'une des transformations les plus importantes et les plus difficiles auxquelles nous devons faire face. J'ai coutume de dire, on a l'habitude de considérer qu'il y a deux grandes transitions auxquelles nous devons faire face dans nos sociétés, qui sont la transition environnementale et la transition numérique. Et s'agissant de la transition numérique, c'est peut-être la transformation la plus transformante, pardon pour cette tautologie, depuis l'introduction de la vapeur et de la mécanisation à la fin du 19e siècle. Pour une raison assez simple. La révolution numérique, la transformation numérique, elle vient tout bouleverser, que ce soit dans nos vies quotidiennes, à travers les outils que nous utilisons, que ce soit dans notre rapport aux autres, à travers l'émergence des réseaux sociaux, avec des nouvelles formes de sociabilité, des sujets comme la haine en ligne, que ce soit dans notre rapport au travail, c'est-à-dire avec la ubérisation, le développement de cette économie du numérique qui vient transformer les rapports de travail, le rapport y compris au syndicat, la structuration de la société. Elle vient bouleverser également les rapports de force économiques à l'intérieur des nations, entre les nations, avec l'émergence d'une superpuissance, une nouvelle superpuissance numérique qui est la Chine. Elle vient bouleverser notre démocratie avec les difficultés qu'on a rencontrées sur les fake news dernièrement. Et donc,
Ce que nous essayons de faire depuis que le gouvernement d'Emmanuel Macron, les gouvernements d'Emmanuel Macron sont au pouvoir, c'est de transformer nos institutions, transformer notre société, transformer la France pour faire en sorte de répondre à ce défi, d'en saisir toutes les opportunités et puis de résoudre les problèmes. Ce dans plusieurs domaines. D'abord le domaine économique avec une volonté. C'est un domaine, le numérique, qui est dominé aujourd'hui par les Américains et les Chinois. Faire émerger de nouvelles entreprises partout en France qui sont capables de tenir tête à ces géants. Nous sommes en train de le réussir. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais on le voit au niveau économique. La France est la première nation de l'Union européenne aujourd'hui en matière d'investissement dans les startups, dans ces entreprises du numérique. Elles ont créé l'année dernière entre 20 et 30 000 emplois partout en France. Aujourd'hui, il y a des services qu'on utilise tous les jours, comme Lydia, comme Doctolib, comme OVH pour l'hébergement, qui sont disponibles pour les Français, qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Et s'agissant de la vaccination, on était très heureux d'avoir une entreprise de la solidité de Doctolib qui nous a permis de déployer ce système de prise de rendez-vous. Ce n'est pas le seul, et c'est celle qui rassemble près de 90% des prises de rendez-vous. Il y a un défi qui est également un défi de régulation. Il faut qu'on régule ce nouveau monde de la même manière qu'on a régulé la vie réelle. C'est compliqué, il y a des infrastructures techniques, une infrastructure technique qui est fondamentalement internationale, mais on doit adapter notre législation et nos institutions. C'est ce que nous faisons au niveau européen d'abord, avec les textes qui sont prévus sur la régulation des contenus, sur la régulation économique, sur la lutte contre la haine en ligne, texte que nous avons aussi pris en France, et nous devons adapter notre corpus législatif. Dernier élément qui n'est pas des moindres, enfin avant-dernier, pardon, qui est la question de la fracture numérique. Le numérique est à la fois plein d'opportunités pour la santé, pour les mobilités, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il est aussi plein de risques, car cette grande transformation ne va pas sans risque. Et on voit que le numérique a été au cœur des tensions sociales aux États-Unis, dans le cadre du Brexit, en France avec les Gilets jaunes, et puis partout dans le monde, je pense par exemple à l'Amérique du Sud. Les grands risques qui sont embarqués dans cette grande transformation font qu'il y a une tension sociale, qui commence d'ailleurs par le fait qu'une partie des Français n'a pas accès à ce monde du numérique. Je rappelle que d'abord, il y a encore beaucoup d'endroits en France qui n'ont pas accès à la connexion, même si la France est aujourd'hui, et notamment grâce à ce gouvernement, le pays le mieux fibré et le pays qui déploie le plus vite la fibre et le mobile partout en France. Il y a encore des zones blanches, des zones où on n'a pas accès à la fibre. Il y a encore trop de Français, un Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur, un Français sur 3 qui manque de compétences de base en numérique. C'est pour ça que dans le plan de relance, à la fois on investissait sur toutes les technologies critiques pour être au niveau de la concurrence internationale, l'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité, et en même temps, on a mis beaucoup d'argent, plus qu'on n'en a jamais mis, sur la question de la lutte contre la fracture numérique. Dernier élément, et qui fait le lien avec notre deuxième sujet, c'est la question de la transformation de l'action publique et la numérisation de l'action publique, qui est notamment portée par Amélie de Montchalin, mais que je suis avec elle, qui est la transformation des outils de l'État. La France n'est pas si mal classée si on regarde les pays développés, mais on doit continuer à offrir ce même niveau de service en faisant en sorte qu'on garde toujours ce lien humain, ce rapport humain, qui est si important pour ne pas déshumaniser ce monde du numérique. Et c'est là que l'on fait le lien avec le deuxième élément, même s'il est un petit peu artificiel, qui est cette question du pass sanitaire, sur laquelle la France est en avance par rapport aux autres pays du monde et aussi aux pays européens. Je rappelle d'abord que c'est un projet qui vient de la Commission européenne, qui est porté par Thierry Breton, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger il y a une dizaine de jours avec Clément Beaune, avec un objectif qui est de permettre de réouvrir les frontières, d'abord à l'intérieur de l'Union européenne, pour permettre aux Français et aux Européens de partir en vacances en ayant une forme de sécurité. Le pass sanitaire n'annihile pas tous les risques, il ne fait que réduire les risques, mais il permet de recommencer les déplacements avec 3 modalités. Soit vous avez été vacciné, vous avez terminé votre vaccination avec l'un des vaccins reconnus par l'Autorité européenne du médicament, soit vous avez été immunisé et on utilisera un test positif entre 2 semaines et 6 mois après ce test positif, on estime que vous avez été immunisé, soit vous avez un test PCR de moins de 48 heures ou 72 heures selon les cas d'usage. Et ce test européen, enfin en tout cas ce pass sanitaire européen, devrait être généralisé disons, dans la deuxième quinzaine de juin, partout en Europe, pour faciliter la reprise des déplacements intra-européens. Nous avons également annoncé que nous souhaitions utiliser ce pass sanitaire dans le cadre de la réouverture anticipée d'un certain nombre
de grandes réunions, de grands événements à partir du 9 juin, selon des modalités que vous pourrez retrouver sur le site du gouvernement. L'idée étant vraiment de dire, on est encore à un taux d'incidence assez élevé de la maladie. On veut rouvrir, on comprend tous pourquoi, c'est indispensable pour plein de raisons. On ne peut le faire que si on se donne un certain nombre de garanties, notamment sur les endroits à très forte contamination, comme ces grands rassemblements. Et donc, on met en place le pass sanitaire pour permettre de rouvrir ces endroits-là, ces lieux, ces événements, faute de quoi nous ne pourrions pas les rouvrir. Et d'ailleurs, je constate que c'est un projet qui concerne à peu près l'ensemble des pays européens qui ont tous la volonté d'utiliser le pass sanitaire pour les grands événements à partir donc du 9 juin. La France, elle, à la différence d'un certain nombre de pays, a écarté les lieux du quotidien, les restaurants, le shopping, pour des raisons de proportionnalité et d'acceptabilité. Je pense que c'était la bonne décision. Alors, il y a évidemment un sujet qui concerne les Français de l'étranger notamment, mais le tourisme plus globalement, qui est la capacité à mener des discussions d'interopérabilité, de compatibilité avec l'ensemble des pays du monde. Je veux d'abord rappeler que pour des raisons évidentes, c'est d'abord un projet intra-européen. Et ce n'est pas anodin, même en termes de système d'information, de compatibilité, déjà de réussir à résoudre cela au sein de l'Europe. Parallèlement à cette discussion européenne, nous menons au niveau national, mais aussi au niveau de la Commission, des discussions bilatérales avec un certain nombre de pays, notamment les grands pays du monde, notamment un certain nombre de pays asiatiques, pour avoir des équivalences et éventuellement une interopérabilité des systèmes de reconnaissance de tests ou de vaccins, afin de faciliter l'arrivée en France des Français, mais également de l'ensemble des touristes du monde, tout en gardant une forme de sécurité sanitaire. Discussions qui ont lieu sur la forme, le format du code, comment on pourra le présenter, est-ce qu'un certificat, en tout cas un justificatif de test du pays d'origine tel qu'il existe déjà aujourd'hui suffira, et évidemment la question du fond, sur laquelle je ne suis pas décisionnaire, mais qui est la reconnaissance des vaccins, quel type de test, comment reconnaît-on l'immunité entre la sérologie, le test positif, etc. etc. L'objectif est d'avoir atterri, je pense, dans le mois qui vient. J'imagine que pour vous, c'est un sujet d'interrogation. En tout cas, sachez que nous travaillons dur pour faire en sorte que l'on puisse en sortir de cette épidémie, tout en gardant le contrôle sur un éventuel redémarrage qui serait évidemment la pire des configurations. N'hésitez pas en tout cas à solliciter soit vos élus des Français de l'étranger, notamment évidemment chez La République En Marche, soit vos ambassades. Nous essayons de faire en sorte que l'information se diffuse de la manière la plus simple et rapide possible, même si les progrès, les changements avec les discussions qui ont lieu au niveau interne, au niveau français, au niveau européen, sont assez réguliers. En tout cas, nous faisons tout pour ouvrir rapidement et puis donner l'occasion aux Français de l'étranger de pouvoir, de la manière la plus simple possible, venir sur le territoire français sans trop de contraintes. Votre micro. Voilà, ça y est. Pardon. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions sur le pass sanitaire. Si vous voulez bien, on va les garder pour la fin de cette table ronde. Et je vous propose donc qu'on donne la parole à Madame la députée, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Si vous voulez peut-être vous présenter un petit peu plus longuement que ce que j'ai fait en introduction et peut-être introduire le sujet des vaccins et de la vaccination. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je m'appelle Chrysoula Zacharopoulos, je suis députée européenne depuis presque 2 ans et je m'occupe de mon domaine, c'est les relations de l'Union européenne avec l'Afrique, mais aussi je suis dans la commission ENVI qui s'occupe de l'environnement et de la santé publique, ainsi que les droits des femmes. Et c'est normal que depuis 1 an, on s'occupe des vaccinations, on s'occupe de la crise sanitaire et bien sûr, des questions de vaccination, c'est notre quotidien. Et tout d'abord, à l'interne de l'Union européenne, et parce que comme vous savez, pour la première fois, tous les 27 pays, ils ont eu un négociateur. C'est la première fois que face à cette crise, on a répondu
en achetant tous ensemble beaucoup de vaccins. On a préacheté, je pense, 2,4 milliards de doses. Et aujourd'hui, l'Agence des médicaments elle a étudié et on sait très bien qu'on a 4 vaccins au niveau européen, l'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna et Janssen, qui sont les 4 vaccins utilisés et sont aussi en train d'étudier les Sputnik. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, sur la question de la vaccination, moi, j'ai une double casquette parce que, bien sûr, je m'occupe de la vaccination. Dès les premiers moments, le rôle du Parlement européen était, disons, très clair. On a demandé d'avoir accès au contrat. Car vous savez, au début, on n'avait pas accès au contrat, on a demandé la transparence et on a réussi à janvier à avoir accès au premier contrat. Et aujourd'hui, il y a eu différentes histoires avec, comme vous avez lu, je pense à la presse, avec l'AstraZeneca et avec les exportations, parce qu'il faut dire que l'Union européenne, il est le continent qui produit produit les vaccins et moitié sont pour les citoyens européens et les autres moitiés exportées. Aujourd'hui, on a environ 200 millions de vaccins qui ont vacciné les Européens et 200 millions pour le reste du monde. Et ça, c'est vraiment une fierté parce qu'aux États-Unis, on sait que c'est un autre continent qui produit des vaccins. C'est un continent qui n'a pas exporté des vaccins jusqu'à maintenant. C'est American First, comme il disait le président Trump. Aujourd'hui encore, on est dans ce motif, American First, et on voit des polémiques, je ne sais pas si vous avez vu, que pas seulement les Américains sont en train de se faire vacciner, mais les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de santé, le docteur Tedros, il a publié un appel et il était beaucoup adressé aux États-Unis, mais aussi au UK, car ces pays, ils veulent prioriser maintenant la vaccination des enfants entre 12 et 16 ans, je pense. Et on sait très bien que partout au monde, les soignants et les populations vulnérables ne sont pas vaccinés. Ça, c'est un petit peu en général. La vaccination, aujourd'hui, on a eu le commissaire français, M. Thierry Breton, qui a créé une task force. Et cette task force, sa responsabilité, c'était d'augmenter les capacités de production. Et alors, aujourd'hui, en Europe, on a 53 sites de production de vaccins. Vous avez noté qu'on a une accélération. Aujourd'hui, en France, on vient d'avoir ces fameux 20 millions de Français vaccinés qui ont quand même reçu les premières doses. L'objectif de tous les pays européens, qui est le 14 juillet, on va avoir 70% de la population vaccinée. Le problème est que, et ça c'est très important de partager, c'est que l'Europe forteresse ne peut pas faire face à cette pandémie, comme aussi le reste du continent, sauf que nous sommes conscients. Il y a juste un an, le mois d'avril 2020, sur initiative, parce qu'il faut être fier aussi de dire sur initiative du président Macron, et ensuite il est devenu initiative de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de la santé, et il est né ce qu'on appelle l'ACTA, mécanisme ACTA, que c'est un acronyme anglais dit accès aux outils contre le Covid. Et cet mécanisme, cet accélérateur, il y a 4 piliers et qui sont les traitements,
le diagnostic, renforcement du système de santé au niveau mondial et les fameux, comme vous avez dit, COVAX. COVAX, c'est les piliers de vaccination. Et l'Union européenne, il est le premier contributeur avec 2,4 milliards. Et c'est assez intéressant et vraiment noble de penser que dans la crise totale, un mois après le début de la crise presque au niveau européen, la France et l'Europe portaient un sujet majeur, l'accès équitable au vaccin. Car pour affronter une crise, une pandémie, il faut que tout le monde soit vacciné. Et alors, c'est la seule initiative qu'il a pensé à ce qu'on appelle une réponse multilatérale, du multilatéralisme. Et en particulier, il y a dans le monde 92 pays qui sont à faible revenu, qui n'ont pas les capacités que nous avons, nous, pour pouvoir acheter les vaccins. L'objectif, alors, du COVAX, c'est d'y avoir, d'ici à la fin de 2021, 2 milliards de doses, dont au moins 1,3 milliard seront de doses pour les 92 pays à revenus faibles. Aujourd'hui, moi, j'étais élue à ce qu'on appelle Shareholder Council. Pratiquement, il y a 97 pays qui ont contribué pour acheter des vaccins, pour pouvoir avoir en même temps accès à ces pays et les pays que je vous disais, les 92 pays. Alors moi, je représente les High Income Countries, qui nous sommes 65 pays, avec mon collègue qui est le ministre de la Santé colombienne, qui représente les pays à revenus moyens, et on travaille ensemble pour, on discute avec les pays et aussi on cherche à expliquer au niveau mondial ce que dit notre président, qu'il faut absolument faire vacciner le reste du monde maintenant. Il ne faut pas attendre que nous, une fois que nous sommes vaccinés, qu'on commence la vaccination du reste du monde. Le président Macron, pendant les J7, il a parlé, il a fait un appel à tous les pays des J7 de partager des doses, de partager maintenant en 4 à 5% de leurs vaccins, car il ne va pas avoir un impact sur la vaccination nationale, mais en même temps, on peut vacciner, comme je vous disais, les soignants, et en particulier de pays, et comme par exemple du continent africain, qui on sait très bien que les systèmes de santé sont très fragilisés. Alors, il faut absolument les aider. Et la France, c'est le premier pays, et maintenant, on a aussi la Suède, qui, avec la décision du président de la République, on a eu un partage de doses à travers le mécanisme COVAX, parce qu'une fois que nous, on fait ce partage de doses à travers le mécanisme COVAX, il y a une distribution après équitable. Et alors aujourd'hui, la priorité, pas seulement de la France, mais de l'Union européenne, vu la situation en Inde. En Inde, c'était le plus grand producteur de vaccins, et en particulier de AstraZeneca. Et ces vaccins étaient donnés au mécanisme COVAX pour distribuer partout au monde. Du moment que la situation est catastrophique, et la Inde a arrêté les exportations. Alors aujourd'hui, comme ça vous pouvez comprendre, c'est seulement l'Union européenne qui produit des vaccins, vaccine sa propre population, vaccine le reste du monde, continue à exporter, à partager des doses. C'est pour ça, pour finir, la discussion et la polémique qu'on est en train de vivre sur la question de lever, la question des brevets et la levée de la propriété intellectuelle, que si vous voulez, on peut parler plus tard, c'est comment on dit, une annonce politique faite par les États-Unis, mais qu'on sait très bien qu'il ne va pas changer la situation actuelle. Alors, ce que nous voulons, et le 21,
mai, on va avoir le Global Health Summit qui c'était une idée de l'Union européenne, de la Commission, avec l'Italie qui préside le G20 pour avancer sur ces sujets. Et, dites-moi, Julie, si vous voulez que je vous explique autre chose. Je suis... Alors, merci déjà pour toutes ces informations. Je crois que, Henri, tu avais une question pour Madame la députée. Oui, très bien, très juste. Merci, Julie. Madame la députée, oui. Vous avez déjà répondu partiellement à ma première question qui était quelle est la position de la France sur COVAX. On apprend aujourd'hui qu'on est à 20 millions de premières injections en France. Moi, je vous parle ici depuis l'Allemagne, donc le nord de l'Allemagne pour être précis. Nous avons 34 millions de premières doses sur un pays qui en compte 82 millions. Je voulais savoir si cette position avait évolué et s'il y avait vraiment un tandem peut-être franco-allemand sur cette question par rapport à la position de la France, si elle était identique à celle de l'Allemagne ou s'il y avait, entre guillemets, une petite différence. Sur les COVAX, vous parlez? Oui. Ah non, les COVAX, si vous voulez, moi, j'étais la candidate proposée par la France et ensuite, je suis devenue la candidate de l'Union européenne avec le soutien total de l'Allemagne. Et l'Allemagne, il a contribué énormément au mécanisme COVAX. Il croit absolument à ces mécanismes. Et j'ai des échanges aussi avec la chancellerie, où on a parlé. Et on se trouve, si vous voulez, cette idée d'avoir cette réponse du COVAX et n'aurait pas pu être possible seulement soutenue par notre président. Alors, c'est sûr que la chancelière Merkel était d'accord, mais aussi toute l'Union européenne. C'est un petit peu, on ne le dit pas souvent parce que tout le monde y pense qu'il a été créé par l'OMS, mais moi je dis souvent que oui, c'est cette réponse inédite à une situation inédite et ça ouvre aussi, si vous voulez, une réflexion et on voit aujourd'hui au niveau mondial, on va avoir une réflexion sur l'architecture de la santé mondiale parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais vécu quelque chose de similaire. Les études montrent que ça ne va pas être la dernière pandémie. Et alors, c'est sûr qu'on va avoir, avec cette crise, tout d'abord, Henri, la première chose, on a compris qu'on a besoin de créer l'Europe de la santé pour faire face, vous voyez, et alors on est en train de discuter de tout ça. Comme je disais, le fait d'acheter pour la première fois dans une situation, dans une crise, ensemble, tous ensemble, le vaccin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il aurait pu passer entre les pays. Et les pays, ce n'est pas seulement la France et l'Allemagne qui sont les deux grosses économies, mais imaginez les petits pays. J'imagine aussi les pays de mes origines, la Grèce, après une crise sanitaire, après une crise économique, pardon. Comment elle aurait pu affronter tout ça? Et pas seulement les plans de relance. Je veux dire, et on a compris qu'il faut créer cette santé de l'Union européenne, mais de l'autre côté, je vais aller plus loin, comme je disais, j'ai rencontré Madame von der Leyen, je dis à la présidente, aujourd'hui, il faut aussi qu'on se positionne comme l'Union européenne, comme acteur de la santé mondiale. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, Madame la députée, c'est qu'on fasse un petit zoom sur les trois pays qui sont représentés ce soir avec l'Allemagne, les États-Unis et puis je parlerai un petit peu du Chili et qu'après on revienne vers vous pour des dernières questions. Henri, je ne sais pas, tu veux commencer nous faire un petit point de situation sur l'Allemagne? Oui, peut-être. Merci. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Alors, merci pour cette introduction et puis merci pour cette invitation à la table ronde. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je suis Henri Zeller, je suis français de l'étranger depuis 2006. Je suis né à Bruxelles. Je suis un produit de la vieille Europe, puisque donc j'ai fait Erasmus, j'ai fait le VIE, etc., etc. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus. Je vous parle en tant que tête de liste pour la circonscription de Berlin, où je mène la liste Agir ici. Vous voyez le banner dans mon fond. Mais aujourd'hui, je vous parle essentiellement en fonction d'élus de proximité et évidemment de citoyens européens.
Donc, je souhaitais un petit peu partager le point de vue de la situation vue d'Allemagne, avec aussi le comportement de la population, parce que je vois beaucoup de questions dans le chat et je crois qu'on est tous très impatients d'avoir les réponses. Mais je crois qu'il faut aussi un petit peu repositionner les choses et expliquer ce qu'a fait l'Europe forte pour nous tous ici, compatriotes établis ici à l'étranger. Alors, on a eu la chance, effectivement, déjà, ici, dans ce grand pays, de disposer d'un traitement très égalitaire, nous, Français. Je veux penser, par exemple, à nos enseignants dans les établissements EFE, mais même les éducateurs, les entraîneurs du club de rugby de mon fils sont vaccinés par l'État allemand, alors qu'ils sont français. Donc, c'est quand même une exception, on va dire, et une force d'appartenir à cette grande démocratie qu'est l'Allemagne. Je souhaite aussi relever ici la possibilité donnée par les autorités sanitaires de vacciner nos compatriotes, ceux qui vont tenir le bureau de vote à la fin du mois. Je ne sais pas si vous réalisez quel effort de solidarité on fait envers les jeunes qui s'engagent. Et je crois que ça mérite d'être souligné ici également. Bon, on a eu aussi quelques petits soucis. Évidemment, on a eu des privilèges qui ont été levés pour les personnes vaccinées. On avait, par exemple, moins de tests à présenter si vous étiez vacciné, une réduction de la période de la quarantaine. Et il y a eu quelques petites bousculades ou peut-être comportements opportunistes parmi les Allemands, je ne vous le cache pas, et on l'a souligné dans la presse. Voilà. Néanmoins, je peux vous dire aussi qu'après des mois de fréquentation ou de non-fréquentation des écoles, des mois où, bien sûr, je crois que c'est l'économie qui a été le grand gagnant, entre guillemets, du dispositif qui régnait ici en Allemagne. Je crois que la stratégie, elle a fini par payer. À Hambourg, la ville où je réside la plus grande partie de mon temps, on va passer sous la barre des 50 cas sur 100 000 habitants d'ici au 24 mai. Je ne sais pas juste que vous réalisiez en France ce que ça veut dire, la stratégie de l'autodiscipline a payé ici. Donc, je pense que c'est bien. Mais bien entendu, je pense aussi à nos compatriotes qui veulent voyager, qui veulent venir à Berlin pour faire un stage, un VIE, trouver un emploi. Eh bien, je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour eux, ce taux d'incidence très élevé, très peu élevé. Et je voudrais aussi témoigner ici de la conviction que, eh bien, au fond, sans l'Europe et sans le courage politique et la discipline du politique, au niveau national, étant bien aussi au niveau du Bund, donc la République fédérale allemande est composée de 16 Länder qui impriment leur politique au niveau régional, on n'aurait pas réussi. Donc je crois que la culture de compromis de l'Allemagne a montré le chemin. Et je crois que c'est peut-être aussi un chemin qu'on donne, ou une image que je vous souhaite renvoyer ce soir aux pays européens, aux membres, aux 27 bien sûr, de trouver le moyen de s'entendre. Et je finirai simplement avec ces 3 petites remarques. Donc je voudrais simplement rappeler le bénéfice du plus d'autodiscipline ici, puisqu'on va passer sous la barre des 50 pour 100 000. C'est une très bonne nouvelle. On est à 60 ce soir à Hambourg. On a par contre un gros chantier à faire. Cédric l'a mentionné tout à l'heure sur la digitalisation pour fluidifier nos déplacements. Ici, les carnets de vaccination sont totalement manuels. On a un fort retard sur la digitalisation et je crois que la France peut apporter vraiment un sérieux coup de main pour ce dossier-là. Et enfin, je crois que le plus important, je crois que c'est le respect de nos engagements dans le dispositif COVAX, au risque de voir surgir, bien entendu, quantité de variants au retour des congés d'été, si nous ne jouons pas le jeu de la règle de ce dispositif. Voilà, je vous remercie et je passe la parole peut-être à Julien, je crois, c'est ça. Merci. Oui. Julien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Merci Madame la députée et chers consoeurs pour votre présentation de l'aspect européen. Donc, je voulais revenir un peu sur l'état de la vaccination et de ce que l'on connaît ici aux États-Unis. Je vais essayer d'être bref et effectivement de ne pas faire une revue de presse de ce qu'on voit un peu partout, mais pointer que effectivement la campagne de vaccination américaine est un succès éclatant, mais qui est le revers de cette politique commencée par le président Trump de ne rien exporter, d'acheter toutes les doses à l'avance. On pourra revenir, et la liste d'histoire reviendront sans doute sur ce président nationaliste qui avait très peu d'intérêt en la science et refusait les mesures de santé publique, mais s'est engagé à corps perdu dans cette campagne de vaccination très, très en amont. Mais aujourd'hui, le président Biden, qui, lui, en revanche, a organisé toute la campagne d'administration du vaccin, recueille les fruits. Et aujourd'hui, on est à 47% de la population américaine qui est vaccinée. Alors, comment se situe la France et l'Union européenne face aux États-Unis? Eh bien, je dirais à peu près 2 mois derrière, mais les États-Unis connaissent des disparités régionales.
Et on voit que dans les régions du Nord-Est, qui sont les régions très éduquées de la Nouvelle-Angleterre, mais aussi les régions qui ont été très touchées par la première vague de la pandémie, on a des taux de vaccination extrêmement élevés. Ici, dans le Massachusetts, on vient de dépasser les 60% de vaccination, alors que dans le sud des États-Unis, dans le Deep South, on est plutôt autour de 30%. Je disais, l'Union européenne, la France sont sans doute 2 mois derrière dans la campagne de vaccination en termes de recueil des doses et de leur administration. Mais finalement, à quel rythme vaccine-t-on? C'est ça qui est le plus important pour savoir si cette différence, ce délai va se rattraper. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que le rythme de vaccination aux États-Unis a démarré extrêmement fort. Vous voyez ici la vitesse d'administration des vaccins. Et aux États-Unis, finalement, on retrouve une chute du nombre de vaccinations tous les jours, alors qu'on était monté à presque 4 millions de doses par jour à la mi-avril. On est retombé à des proportions très similaires à celles de l'Union européenne et de la France. Et donc, très probablement, l'Union européenne et les États-Unis se retrouveront dans des situations très similaires. Alors, dans tout ça, la question du pass vaccinal. Ici, aux États-Unis, les Français de l'étranger qui vivent aux États-Unis ne sont pas dans une situation où ils ont des problèmes d'accès aux vaccins. On a tous les vaccins qui sont maintenant ouverts même aux plus de 12 ans. La question, c'est la circulation des personnes. Et vous savez que la vie politique américaine est extrêmement polarisée. Et donc, il y a des lignes de fracture politique sur l'établissement de ces passes vaccinales. Il n'y a pas de consensus. La droite, les républicains, sont en opposition frontale à l'idée d'un passeport vaccinal parce qu'ils sont dans l'idée de flatter un électorat qui est plutôt anti-science et plutôt anti-vaccin. Et il y a même des initiatives anti-passeport vaccinal, puisque dans certains États comme la Floride, par exemple, on a interdiction pour les entreprises privées, par exemple, d'exiger un certificat de vaccination pour rendre des services à leurs clients, les entreprises privées. Donc, ça, on va voir quel impact ça a sur le tourisme. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier politique, la question du passeport vaccinal pose aussi des questions parce que les populations fragiles, précarisées, qui sont souvent des minorités raciales, ont déjà du mal à accéder aux vaccins. Comment ces populations qui ont déjà du mal à accéder aux vaccins pourront accéder au passeport vaccinal si celui-ci est nécessaire pour trouver un emploi, pour rentrer dans un lieu public, etc. Donc, comment est-ce que l'administration Biden se positionne dans ce climat extrêmement fracturé? Eh bien, certainement pas en imposant un passeport vaccinal fédéral, mais plutôt en régulant l'idée du passeport vaccinal et en laissant la place à l'initiative privée et en se contentant de dire qu'il faut que ces passeports vaccinaux soient gratuits, accessibles, infalsifiables et respectent la vie privée de chacun. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives privées, il y a des initiatives au niveau des gouvernements, des États. Pour l'instant, le seul passeport vaccinal dont tous les Américains vaccinés disposent, c'est cette petite carte du Center for Disease Control qui est remise à chaque personne vaccinée, mais qui naît d'un niveau de sécurité extrêmement faible, puisqu'il y a même déjà eu des contrefaçons. Dans l'État de New York, en revanche, est déjà développé un passeport vaccinal qui s'appelle le Pass Excelsior. Excelsior est la devise de l'État de New York, et donc qui permet de rentrer dans un certain nombre de lieux publics, mais qui pose des questions de vie privée, puisque pour avoir ce Pass Excelsior, il a fallu que l'ensemble des acteurs qui administraient les vaccins libèrent leurs données, alimentent l'État de New York avec ces données pour que ce pass soit généré de façon sécurisée, mais aussi sans qu'il y ait la possibilité de falsifier. Moi qui vis non pas dans l'État de New York, mais dans la République du Massachusetts, il n'y a pas de pass du tout, et donc je suis coincé avec cette carte papier. Et donc la grande question, c'est avec cette multitude de systèmes aux États-Unis, comment les personnes qui sont vaccinées
aux États-Unis pourront faire remonter leurs données de façon fiable, sécurisée, mais aussi authentique, leurs données vers le pass européen. Je crois que c'est la question que beaucoup de Français de l'étranger se posent, et je crois qu'il va y avoir un gros travail, évidemment, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'administration fédérale américaine, mais il va y avoir un travail pour nous, les élus locaux en contact avec les Français de l'étranger, notamment de remonter l'information et de l'ensemble des cas particuliers pour améliorer peu à peu le système et faire remonter aux acteurs de premier plan les informations dont ils auront besoin pour améliorer le système. Voilà ce que je voulais vous dire sur la situation aux États-Unis et sur ce tableau de la vaccination du passeport vaccinal ici. Merci beaucoup, Julien. Alors, je finirai très rapidement ce petit tour d'horizon, puisque je vois que le temps avance très vite. Par quelques mots sur le Chili, encore donc une autre configuration pour nous, Français de l'étranger. Donc au Chili, le Chili, c'est presque 19 millions d'habitants. Sur ces 19 millions d'habitants, aujourd'hui, il y en a 7,5 millions qui sont vaccinés, donc avec les 2 doses. 1,5 million qui sont vaccinés avec une première dose. Donc vous voyez, 9 millions sur 19 millions. Et avec une égalité de traitement totale entre la population chilienne et les résidents que nous sommes ici. Donc, pas de difficulté pour nous pour l'accès au vaccin. La question en fait, qui se pose pour nous, Français du Chili, c'est plus le vaccin en lui-même, puisque la grande majorité des vaccinations qui se fait ici se fait avec Sinovac. Coronavac, donc l'un des 2 vaccins chinois, et bien sûr beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes, pas tant quant au vaccin lui-même. Et d'ailleurs, le Chili a publié sa propre étude sur l'efficacité du vaccin, que ce soit par rapport au taux de mortalité ou par rapport au taux de contamination. Donc, je pense que l'inquiétude, elle n'est pas tant sur le fait que ce soit un vaccin chinois, si ce n'est sur la différence de traitement que ça pourrait peut-être générer demain pour les Français qui vont rentrer en France. Donc ça, aujourd'hui, c'est pour nous un gros sujet d'inquiétude, ou d'inquiétude en tout cas d'incertitude. Je vais en profiter, et avant de vous redonner la parole, Madame la députée, juste pour rappeler, parce que je pense que c'est important de le rappeler, que tous les Français peuvent rentrer aujourd'hui en France, que le vaccin n'est pas un prérequis pour rentrer en France, et que demain, le pass sanitaire, qui est un outil européen, ne présumera pas des décisions que chaque pays européen prendra pour rentrer sur le territoire. Donc aujourd'hui, très concrètement, alors on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui, très concrètement, être vacciné, et quel que soit le vaccin avec lequel on est vacciné, qu'il soit homologué ou non par l'Union européenne, n'est pas un sujet en fait pour entrer en France, et ne dispense pas non plus des mesures sanitaires, en fait, des mesures de contrôle sanitaire et des mesures de quarantaine, comme c'est le cas par exemple quand on arrive du Chili. Donc être vacciné ou la marque du vaccin avec laquelle on a été vacciné aujourd'hui n'a pas d'impact sur notre entrée en France. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi que j'entends autour de moi, justement par rapport au pass sanitaire, qui pour l'instant est un outil européen, sur est-ce que finalement on va avoir une inégalité de traitement quand on va être en France, puisqu'on n'aura pas accès à ce pass sanitaire. Et je me permets de retenir ce que Cédrico a dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait en France, comme l'accès au café, au restaurant, qui ne va pas dépendre du pass sanitaire. Alors, tout ça, c'est en train d'évoluer. Je voudrais aussi juste parler d'un dernier cas dont on n'a pas de représentant dans le panel, mais tous autant que nous sommes, nous avons un accès au vaccin, donc on fait partie quand même des chanceux, on va dire.
N'oublions pas qu'il y a une partie des Français de l'étranger qui aujourd'hui encore n'ont pas accès au vaccin, soit parce que le pays pratique une politique de priorisation en fait, de sa population locale et refuse pour l'instant l'accès au vaccin aux résidents non nationaux, soit parce que le pays n'a tout simplement aucune politique de vaccination. Donc, il y a des vaccins qui sont disponibles pour personne. Et je me permettrai juste de citer Anne Genetet et ce qu'elle a dit un petit peu plus tôt dans la journée, c'est que la France y travaille et que depuis le début, le gouvernement français a très clairement comme objectif que tous les Français, où qu'ils soient, sont vaccinés. Après, ce que Anne citait aussi et qui est très important, c'est que faire rentrer des vaccins sur un territoire étranger, c'est pas forcément facile. C'est pas juste mettre des vaccins dans une valise diplomatique et le faire rentrer. On parle de produits médicaux qui ont besoin sur place aussi de certaines conditions, pour certains de conservation, et qui ont besoin aussi d'équipes pour pouvoir les administrer. Mais c'est quelque chose qui est fait. C'est une négociation qui est menée aujourd'hui par le gouvernement français avec un certain nombre de pays. Et Anne citait l'exemple du voyage hier de Jean-Baptiste Lemoyne à Madagascar, qui est arrivé avec 6000 doses de vaccins pour la population française qui, là-bas, n'a aucun accès à aucun vaccin. Voilà, juste pour essayer de faire un petit résumé extrêmement rapide et essayer de répondre à toutes les questions qui étaient dans le chat et malheureusement qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le chat justement, Anne vous signalait que dans la conclusion qu'elle va faire à 23h heure française, donc dans 1 heure à peu près, elle essaiera de répondre à un maximum de ces questions. Et pour les quelques minutes qui nous restent, par rapport à tout ce qu'on a discuté pendant cette table ronde ou les messages que vous voulez nous faire passer, Madame la députée, je vous laisse le mot de la fin et la conclusion. Écoutez, la question des passes sanitaires, parce que je vois beaucoup de questions, parce qu'encore, on est en pleine discussion, Anne elle va parler, mais au Parlement européen, on a commencé, on a eu un débat. Il faut que c'est pas si simple, parce qu'on parle de passe sanitaire, mais je vous rappelle aussi, moi je suis par exemple vaccinée en tant que médecin, mais pour le moment, je porte le masque. J'ai vu des questions. Je fais 2 fois par semaine les tests pour aller à Bruxelles et pour venir, qui ont une durée de 72 heures. En France, c'est gratuit. Bien sûr, c'est rien gratuit, mais je vais dire les citoyens ne payaient pas. Et le Parlement européen, ce qu'il a voulu, on a dit pour ne pas créer des inégalités entre les États membres tout d'abord, il faut qu'il y ait un prix, ou quand même qu'on trouve, on voulait la gratuité. Notre groupe politique, il a mené ça. Parce que vous comprenez, si on est un pays en vacances, il faut se tester, comme il avait quelqu'un entre les participants dit, s'il faut donner 150 € si on est en vacances avec une famille, alors nous, on aimerait qu'il soit, si vous voulez, gratuit pour les citoyens. Après, il ne faut pas oublier que la vaccination n'est pas obligatoire. Et on l'oublie souvent. Ça veut dire qu'il y a des personnes, parce que par choix, ils ne veulent pas se vacciner. Alors, ces personnes, ils ont le droit de voyager, mais il faut qu'ils soient testés. Et quand on a eu les débats, il a commencé par les pays, compris la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui voulaient protéger un peu le tourisme pour faire répartir l'économie. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand le premier ministre grec il a proposé ça, c'était parce qu'il sait très bien que l'économie, ça dépend. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, si on est vacciné, ça se pose la question, tout d'abord, pour combien de temps on va être protégé, et de l'autre côté, est-ce qu'on peut transmettre le virus ou pas,
et les études montrent qu'on peut, mais peut-être avec une charge virale basse. C'est pour ça que je dis il faut aussi que les citoyens, tous, non, nous comprenons que ce n'est pas parce qu'on est vacciné, parce que si c'était si simple, alors on aurait dit enlever, non, retirer les masques. Pour le moment, c'est pas que ça va durer seulement une année. Je pense que le ministre, je ne sais pas s'il l'a dit dans sa vidéo, mais le pass qu'on va faire, qui va être actif à partir du juin, ça va être pour une année. Et les études, on n'a pas de recul. On a commencé à avoir des reculs un petit peu grâce à Israël qui avait vacciné toute sa population. Après, il y a des vaccins qui sont en train d'être homologués. Ça veut dire que c'est un processus en continu. Je vois que le Sinovac que vous avez fait, Julie, il vient d'être homologué par l'Organisation mondiale de la santé et il est en train d'être étudié au niveau de l'Agence des médicaments. Il y a beaucoup de choses. Je comprends que les questions, c'est très précises. Je pense, moi, je suis au niveau du Parlement européen, mais je pense qu'Anne, qui suit les choses au niveau national, elle peut répondre. Mais je peux vous dire qu'on a vu, par exemple, c'est mon cas, que j'ai eu les premières doses AstraZeneca et les deuxièmes, j'ai eu Pfizer. On a beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne connaît pas, qu'on apprend parce qu'on apprend tous les jours. Alors, ce n'est pas parce qu'on va être vacciné que directement on peut aller où on veut. Et n'oubliez pas que nous, on va être vaccinés, mais il y a quand même presque tout le reste du monde qui n'est pas vacciné. Merci beaucoup, Madame la députée. Anne, avant de te redonner la parole, juste peut-être, et sous ton contrôle, je parle, une information que je n'ai pas rappelée, mais qu'il est extrêmement important de rappeler peut-être ce soir, qui est qu'aujourd'hui, tous les ressortissants français qui vivent à l'étranger et qui sont de passage en France peuvent se faire vacciner. Je ne l'ai pas mentionné, c'est quand même important, que si vous avez oublié votre numéro de sécurité sociale, ce qui est mon cas, ce n'est pas grave, que vous pouvez aller dans un centre de vaccination avec un document d'identité et que ça suffit pour vous faire vacciner. Et je crois, Anne, que cette vaccination est ouverte aussi aux conjoints des Français et aux familles des Français. C'est ça ? Absolument, et c'est tout à fait ça. J'en reparlerai tout à l'heure après 23 heures, puisque là, il fait beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et là, vous abordez des sujets qu'il était important de pouvoir développer. C'était vraiment très intéressant. Et quand j'entends Chrysoula parler du vaccin des programmes COVAX, moi, dans ma circonscription, grâce à COVAX, il y a un certain nombre de milliers de doses qui ont été envoyées au Bangladesh, par exemple, parce que vraiment, je crois que le point important, on est tous en train de parler d'un pass sanitaire, d'un certificat vert, de tout ce qu'on veut. Mais dans le fond, ce n'est pas tellement le document ou l'outil qui compte, c'est qu'on ait une immense majorité de la population mondiale qui soit vaccinée. La sortie de crise, elle sera mondiale ou elle ne sera pas. Donc, je suis ravie que des pays comme les États-Unis, le Chili, l'Allemagne, la France aient eu accès au vaccin. Très bien. Mais dans le fond, ce n'est pas nous, en nous vaccinant, nous uniquement, que nous sortirons de cette crise sanitaire. Et c'est là que, j'avoue, moi personnellement, je suis plutôt fière de savoir que l'Europe a exporté la moitié de ses doses et une partie vers des pays qui ne peuvent pas, par ailleurs, se financer des vaccins. Donc, je pense que c'est tout à l'honneur de ce que nous sommes. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a beaucoup évoqué ces derniers temps l'idée de libérer les brevets des vaccins. Je crois que c'est le président de la République s'est bien exprimé là-dessus samedi dernier à la sortie du Conseil européen de Porto pour expliquer que ça n'est pas, c'est une approche, mais que ça n'est pas la seule solution. Et je peux me permettre de le dire, je suis française, en ce moment je suis en France. C'est très bien la déclaration de M. Biden. Ça va un petit côté opportuniste quand même. Il faut quand même dire ce qui est. C'est facile de proposer de lever les brevets alors qu'on a vacciné une large proportion de sa population et qu'on n'a rien exporté. C'est certainement beaucoup plus facile. Donc, je trouve que c'est plus honorable d'avoir contribué à COVAX et d'avoir exporté une partie de nos doses pour partager ce que nous avons aussi. Nous sommes peut-être moins nombreux à être vaccinés proportionnellement, mais au bout du compte,
notre démarche me paraît plus cohérente, en tout cas sur un plan sanitaire. Et là, je prends ma casquette de médecin pour l'affirmer. Voilà. Chrysoula, je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot de conclusion. Moi, je te remercie, Anne. Je voulais dire que comme je suis depuis le début la question des vaccinations et les critiques qu'il a eu l'Union européenne, parce que chaque fois, on est très critique vis-à-vis de l'Union européenne, qui est la France, qui sommes-nous, non, les Européennes. Et je veux dire que moi, je suis très contente qu'aux États-Unis, on a le retour d'une nouvelle administration qui est prête, non? Elle a participé, elle a rentré de nouveau à l'Organisation mondiale de la santé. La Marie en question, c'est anti-vax ou c'est nos complotistes? Oui, elle a donné 2,1 milliards, M. Biden, l'administration, pour les COVAX. Mais, comme tu dis, la question des brevets, on sait très bien que c'est une découverte médicale maintenant, non? Le nouveau vaccin, parce qu'on sait très bien qu'il va être utilisé pour traiter des autres maladies, comme les cancers, des maladies auto-immunes. Je veux dire, j'aurais préféré qu'il nous donne, et moi je fais un appel à M. Biden, donnez-nous des doses maintenant qu'on a besoin de vacciner, maintenant on a besoin. Et après la discussion, il y a l'Organisation mondiale du commerce avec Mme Ngozi qui est en train de négocier avec les États. Et le président de la République, justement, comme tu as dit, s'exprimer. Et on va avoir une évolution aussi, mais aujourd'hui, il faut savoir que les capacités de production dans des continents, compris par exemple le continent africain, n'est pas prêt. Quelques pays, non? Le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte, pour produire, mais il faut les accompagner, partager les technologies et les savoir-faire. Ce n'est pas un brevet qui va résoudre les problèmes, bien sûr, d'urgence, et ensuite, il va prendre du temps. Alors, fière d'être européenne, fière de ses valeurs, et fière aussi que notre président, c'est lui qui porte ces sujets. Merci beaucoup Chrysoula pour ces mots de conclusion. Je suis de 100% avec toi. Et en effet, contrairement à quelqu'un qui faisait un commentaire dans le chat, je réitère que la sortie de crise sanitaire, j'entends bien sanitaire, doit être avec une approche mondiale et pas avec une approche nationale. Le nationalisme vaccinal n'a pas sa place dans la résolution de cette crise sur le plan sanitaire. Merci infiniment Chrysoula, merci aussi à nos trois panélistes, Julie, Henri, merci à Julien depuis les États-Unis pour ces propos.